Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce 7e épisode de la série de webinaires sur FME Server, 3e épisode du module libre service. Aujourd'hui, on va parler de l'interface REST API. Mon nom est Marc-Olivier Bourdeau, je suis spécialiste marketing chez Consortec. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est moi qui vais agir à titre d'animateur durant la présentation. Mon rôle va être de passer vos questions à Patrick. Qui est notre invité spécial d'ailleurs. Je devais attendre la 3e slide pour vous le présenter, mais je crois que la surprise est gâchée. J'espère que tout le monde vous portez bien. J'espère que le contexte actuel n'affecte pas trop vos opérations. Je tiens à vous dire aussi que chez Consortec, on fonctionne à la normale, donc on travaille tous en télétravail. Donc, si jamais vous avez des questions ou besoin de formation ou même si vous sentez le besoin de lancer votre projet que peut-être vous repoussez depuis un moment déjà, ben n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir. Côté marketing aussi, on en profite pour faire des grosses sessions de brainstorming, puis on travaille sur les prochains contenus qu'on va vous offrir. Donc, que ce soit au niveau de l'infolette ou des blogs ou même de webinaires, si vous voulez en entendre davantage sur FME, vous avez des idées de contenu qu'on pourrait créer, ben n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, n'hésitez pas. Un petit message que je voulais passer aussi. Patrick, si tu veux changer de slide. Bon, voilà, c'est fait. Pour le World Tour, comme vous le savez, malheureusement, on a dû canceller l'événement physique, si on veut. Par contre, on a décidé de vous l'offrir en mode virtuel. Donc, il va y avoir 4 dates. On a divisé la présentation, la journée en quatre présentations d'1 heure. Donc, le 28 avril, on va vous présenter les nouveautés sur FME 2020. Le 30 avril, on va faire les présentations du prix Excellence FME 2020. Donc, on va avoir 4 présentateurs qui vont venir vous parler de leur projet. Ensuite, vous pourrez voter pour le projet que vous trouvez que c'est le plus démarqué. Le 5 mai, on va avoir une présentation sur les systèmes connectés, la transformation de données. Puis le 7 mai, une présentation sur des projets innovants de Consortec. En résumé, dans le fond, cette année, Consortec, tous les experts de FME ont eu une semaine pour travailler sur des projets qui les tenaient à cœur ou des nouvelles fonctionnalités qu'ils pensaient pouvoir faire, des nouveaux projets qu'ils pourraient faire avec FME. Puis, donc, le 7 mai, on vous les présente. Donc, soyez au rendez-vous. C'est sûr que cette présentation-là, ça va être un peu différent du mode habituel, mais bon, vous allez peut-être être un peu plus confortable pour assister au World Tour. Donc, surprise, le présentateur aujourd'hui, Patrick Connolly-Boutin, développeur en intégration de données SIG. Patrick, c'est son 2e webinaire de la série qu'il donne, si je ne me trompe pas, 2e, 3e? 2e. 2e. Donc, voilà. Donc, je vous laisse entre votre main. Patrick, à toi. Merci Marco. Je vais faire un petit survol de l'agenda pour aujourd'hui. On va commencer avec une, définition assez haut niveau de qu'est-ce que c'est qu'un REST API. Ensuite, je vais aller un peu plus en détail sur comment interagir avec l'API REST de FME Server. Ensuite, comment gérer les messages retournés. Et puis, je vais vous montrer quelques cas d'utilisation réels. Puis ça, en fait, c'est le fun parce que c'est des cas d'utilisation qu'on a vraiment fait, soit pour des clients ou pour des besoins internes, en fait. Il y avait justement c'était pas un webinaire, hein, c'était un workshop qu'on avait donné il y a de ça presque un mois. C'est ça, là, j'avais monté quelque chose qui, justement, utilisait l'API REST. Ça, c'est dans le temps qu'on avait encore le droit de se rassembler, là. On avait encore le droit de donner des workshops physiques. Oui, c'est ça, c'était juste avant. En fait, j'étais avec ma collègue Chloé, puis on a pris l'avion pour le retour, puis c'était assez bizarre. On était dans l'aéroport, là, puis il n'y avait pas un chat. Puis là, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer. C'était pas encore l'état de pandémie n'était pas encore déclaré. Puis là, le lendemain, on arrive au bureau, puis déjà, là, ça avait explosé. Là. Les mesures étaient mises en place. On a annulé tous les déplacements, les World Tours déplacés ou déplacés annulés. Fait que c'est ça, on était juste avant que tout pète. Donc,
Ben, pour ceux et celles qui sont pas très familiers avec FME, ben, essentiellement, FME, c'est une plateforme d'intégration. Donc, c'est vraiment l'outil par excellence qui est utilisé par les employés chez Consortec, c'est-à-dire les spécialistes en intégration de données chez Consortec. En fait, la première image ici, on a évidemment FME Desktop, c'est là où on développe des solutions, nos processus ETL. Ensuite, sur FME Server, c'est là qu'on bonifie l'automatisation des processus, soit par des cédules, soit par des triggers quelconques. Et puis, certains de nos projets, on les amène non sur FME Server, mais sur FME Cloud. Donc, essentiellement, c'est un FME Server qui est déployé sur une instance dans l'info nuagique, que ce soit En fait, présentement, c'est principalement sur des machines AWS, mais c'est ça, là, si restez à l'affût des nouveautés là, de FME parce que en fait, ils pensent élargir. En fait, ils vont probablement élargir l'étendue justement du déploiement dans le cloud pour pouvoir déployer ça sur des machines Azure. Donc, comme je disais tantôt, ici, c'est une belle capture d'écran tirée justement des nouvelles fonctionnalités de FME. En fait, je dis nouvelles, c'est comme presque nouveau, là, c'était nouveau en 2019. Il y a des améliorations en 2020 pour justement le processus d'automations. Donc, essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de manière plus facile de travailler justement avec des processus automatisés. Puis vous verrez, ça ressemble pas mal justement à l'interface FME Desktop, c'est-à-dire qu'il y a justement des boîtes et des connecteurs. Donc, essentiellement, vous pouvez voir les boîtes comme un petit peu des transformers. On voit un petit peu dans quelle tangente qu'ils veulent prendre avec leur outil. Moi, je leur donne quelques années avant qu'ils arrivent avec une solution qui est purement web. On verra. C'est sûr que pour ceux et celles qui travaillent avec ArcGIS Pro, c'était ça l'idée, puis disons que ça prend du temps à être déployé. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de fonctionnalités dans ArcGIS Pro qui n'étaient pas encore ArcMap, qui n'étaient pas disponibles dans ArcGIS Pro encore, mais c'est ça s'en vient. Présentement, c'est sûr que l'interface FME Desktop sont pas encore rendus là, mais je pense que ça nous donne une bonne idée de où ils veulent s'en aller. Donc, qu'est-ce qu'un API REST? Donc, un API REST, essentiellement, ça permet aux usagers d'interagir avec un serveur en créant des requêtes et en recevant les réponses de ces mêmes requêtes. Donc, bien au niveau REST API, c'est un acronyme en fait, c'est deux acronymes. REST, ça veut dire Representational State Transfer. Et API, ça veut dire Application Programming Interface. Donc, pour ceux et celles qui sont plus familiers avec, disons, des bases de données, voyez un API comme une vue dans une base de données. Essentiellement, c'est juste comme une fenêtre que vous offrez certaines fonctionnalités de votre application qui sont rendues disponibles en créant des appels. Il y a 6 contraintes architecturales qui sont propres à tous les API REST. Donc, la première étant l'architecture client-serveur. Ça indique que le client, donc pensez à un client comme un browser, comme une application, et le serveur, donc essentiellement où le système qu'on veut accéder, sont séparés, puis ils opèrent indépendamment les uns des autres. La deuxième, c'est l'interface uniforme, donc les structures des appels et des réponses sont uniformes, peu importe l'API REST que vous appelez ou que vous utilisez. La troisième, c'est sans suivi, ou en anglais, on appelle ça stateless. Donc, ça veut dire que le serveur ne conservera pas un historique des précédents appels qui sont effectués. Ça veut dire que chaque appel est considéré comme un nouvel appel. Il n'y a aucun historique qui est emmagasiné dans le système. Donc, en fait, toute l'information qui est stockée est stockée essentiellement dans la session du client. Essentiellement, ce que ça veut dire aussi, c'est que chaque requête doit contenir toute l'information nécessaire pour effectuer cette même requête. La quatrième, c'est en cache, ou en anglais, on appelle ça cacheable. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que toutes les réponses
Donc, ce qu'on reçoit justement du système doit pouvoir être mis en cache. Donc, on pense, puis on va le voir un petit peu tantôt, là, on pense essentiellement à un jeton. Donc, on génère un jeton pour s'authentifier. Et puis, ce jeton-là nous est retourné et puis on peut justement l'emmagasiner. On peut le cacher dans le client pour pouvoir le réutiliser pour d'autres appels. Le cinquième, c'est un système stratifié. Donc, essentiellement, il est possible d'avoir plusieurs serveurs en arrière-plan. Donc, en fait, on peut penser à un serveur. En fait, il y a des serveurs intermédiaires. Il y a le serveur ultime, essentiellement celui qui stocke le système en tant que tel. Mais on peut avoir justement un système stratifié où on a un serveur intermédiaire qui va gérer justement l'authentification, par exemple, ou la base de données quelconque. Ce que ça veut dire comme système stratifié, c'est que le client n'a aucune visibilité là-dessus. Lui, en fait, il fait l'appel avec l'API REST et puis il n'a aucune idée si lui, il fait un appel au serveur intermédiaire ou au serveur de destination. Et le sixième, c'est une contrainte, mais la contrainte est optionnelle dans ce cas-ci. Donc, le code sur demande, ce que ça veut dire, c'est que le serveur peut renvoyer donc une réponse à l'appel. Ça peut être du code au client qui peut être ensuite exécuté dans une application. Donc, pensez à, mettons, un interface web. Vous faites un appel, il vous retourne une pièce de code qui peut être exécutée justement dans le client, dans le browser. Donc, pour des fins de test, on utilise souvent un client REST. Ça nous permet de bien formater nos requêtes avant de les développer dans des solutions complètes. Ici, dans une des démos, on veut utiliser Postman. Donc, Postman, c'est pas mal, c'est le client REST par excellence. Il y en a quelques-uns, il y a SoapUI. Postman, en fait, c'est vraiment un outil pratique qui nous permet justement de tester justement avec les différents paramètres qu'on peut définir dans un appel. Donc, sans plus tarder, on va voir comment est-ce qu'on peut interagir avec l'API REST d'FMS Server. Donc là, je vais sortir de la page en tant que telle. Je vais amener Et voilà ici. Donc, je vais aller... Marco, est-ce que tu vois mon écran? Je veux juste m'assurer qu'on voit bien... Oui, oui, OK. Parfait. Donc, ici, en fait, ce que je vais faire ici, je suis sur FME 2019. Je suis désolé, j'ai pas installé FME 2020 pour cette démo. Essentiellement, ça, c'est notre serveur interne. Je suis connecté par VPN. Et puis là, je suis sur la page d'accueil. Donc, on voit ici, dans l'onglet Help, il y a aussi un petit icône pour le REST API. Donc, le REST API, vous voyez ici, là, il y a un onglet qui s'appelle API. Puis en fait, ce qu'on peut voir, ce sont tous les types d'appels qu'on peut faire, en fait, les catégories. Donc, on voit ici, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il y en a quelques-uns de ces appels-là de l'API REST qui sont uniquement disponibles par API REST. Donc, quand on pense, mettons, à un health check, grosso modo, c'est pour voir si notre FMS server est fonctionnel. Donc, c'est juste c'est un get qu'on va faire ici, donc get health check. Donc, essentiellement, on peut définir l'appel ici, puis ça nous donne le statut. Donc, ça nous retourne de l'information qui va dire soit qu'il est OK ou soit qu'il y a un message d'erreur. Donc, ici, c'est le fun parce que c'est un appel qui est uniquement disponible à travers l'API REST, qui n'est pas disponible autrement. Mais c'est un petit peu évident parce que si on n'était pas capable d'accéder à l'interface d'FMS Server, on ne serait pas capable de performer justement. En fait, le health check ne fonctionnerait pas. Un autre qui nous donne en fait accès à des fonctionnalités qui sont juste disponibles à travers l'API REST, c'est les métriques. Donc, les métriques, en fait, ça nous sort, en fait, la réponse que ça nous donne, c'est un format, ce qu'on appelle Prometheus Open Metric. Donc, essentiellement, c'est en format texte. Puis, justement, ça nous donne un aperçu de, disons, pas de l'état de santé, mais de l'activité sur notre FMS serveur. Donc, ici, en fait, on peut voir le nombre de jobs qui sont dans la queue. Le nombre de jobs qui sont en exécution,
le nombre de jobs total, le nombre de jobs qui sont exécutés présentement, le nombre de jobs qui sont complétés, et ainsi de suite. Donc, de retour à la présentation. Ici, je vais ici, et voilà. Donc, ici, je vais, en fait, je vais juste montrer cette slide-là en fait, très simplement, là. Comment est-ce qu'on fait un appel à un API REST? Habituellement, ça commence avec en fait, la création d'un jeton. Dans l'exercice que je vais montrer avec Postman, je l'ai déjà créé d'emblée, ce jeton-là. Donc, essentiellement, on peut créer un jeton à travers l'interface d'FME Server. Et puis, essentiellement, je vais juste vous montrer de quoi ça a l'air dans l'interface. Donc, ici, je suis dans ma page, en fait, de la documentation du service REST. Par contre, si je vais dans mon usager ici, je clique dessus, il y a un petit menu déroulant qui apparaît. Je peux aller dans Manage Tokens. Puis là, ce que vous allez voir ici, c'est le jeton que j'ai créé. Donc, je l'ai créé hier et puis il y a une date d'expiration. Vous allez voir ici que la date d'expiration, elle est quand même, en fait, c'est dans 2 semaines ou à la fin du mois. Ici, on peut le définir. Essentiellement, ici, ça dit que ça va expirer dans 14 jours. Mais essentiellement, tu peux le garder en vie tant aussi longtemps que tu veux. Le désavantage, c'est que ça reste quand même en vie. Il faut que manuellement, si tu veux le désactiver, il faut que tu le supprimes. Ce que ça te donne aussi, c'est un jeton. Vous le voyez, en fait, vous le voyez pas ici, le jeton. Par contre, je l'ai sauvegardé puis je l'ai imbriqué justement dans les 2 appels que je vais faire avec Postman. Donc, voici de quoi a l'air Postman. Vous allez voir ici, j'ai 2 types d'appels que je vais générer. Je vais faire un appel de type GET. Et puis, ce que je vais faire appel, c'est justement cette URL-là. Donc, ici, en fait, c'est pour avoir le statut de l'état de santé de mon FMS Server. Et puis, ce que je définis aussi, c'est dans les en-têtes, donc ce qu'on appelle les headers en anglais. Et puis, ce que je dis ici, c'est je dis l'autorisation va se faire à travers un token. Donc, FME token, espace token, égale la valeur du token en question. Et puis, ensuite, ce que je peux faire, c'est tester l'appel. Donc, on voit ici, je reçois la réponse en JSON. Puis, qu'est-ce que ça me dit? Essentiellement, ça me dit OK. Et puis ici, en fait, on voit le statut, en fait, le code HTTP. Donc, ce qui me retourne aussi, c'est un statut 200. Les codes des réponses en HTTP, disons, dans le range 200, d'habitude, c'est bon signe. Si vous voyez justement des 400, 401, 500, ça, c'est moins bon signe. Le deuxième appel que je vais faire, c'est pour créer un usager dans FME Server. Donc là, ici, je vais le faire, disons, je vais tester ça, puis par la suite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a généré un outil. Ça, justement, c'était pour notre workshop qui avait eu lieu il y a environ 1 mois. Et puis, essentiellement, ce que ça me permet de faire, c'est de tester si mon appel va essentiellement créer l'usager en question. Donc, on voit ici, présentement, le post, ce que ça fait, c'est que ça envoie de l'information pour créer un item dans mon système. Donc, ici, dans FME Server, dans mon groupe d'usagers. Donc, ici, j'ai l'URL de mon appel. Et puis, vous allez voir ici, dans les headers, j'ai la même chose ici. J'ai le même jeton. Et puis, j'ai quelques autres paramètres qui sont définis. En fait, quelques autres en tête, parce que les paramètres sont ici. Donc, quand j'envoie de l'information, je définis qu'est-ce qui va être envoyé lors de la création de cet item-là. Donc, ici, qu'est-ce que ça me dit? Bon, le courriel de l'usager, user@consortec.com, il est activé, voici son nom complet. Et puis là, je vais juste changer le nom, là, je vais mettre Consortec 123. Avec un beau mot de passe super secure test. Et puis, je vais donner le rôle de FME user. Donc, on va envoyer cette demande-là en espérant que ça fonctionne. Yes. Alors, là, vous voyez ici la différence. Qu'est-ce qui nous retourne? Ça va être le code parce qu'on voit que le retour en JSON, il n'y a absolument rien. Donc, ce qu'on appelle le response body, il n'y a rien. Mais ce qu'on veut utiliser ici, c'est
essentiellement, quand on veut développer une application, c'est, bon, mais est-ce que le statut de mon code est, en fait, ça peut m'indiquer si s'il a été créé ou non. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas le body qu'on veut utiliser, mais bien le code. Donc là, juste pour revenir à notre interface FME Server, je vais essentiellement voir si l'usager consortec 1, 2, 3 a été créé. Donc, on le voit ici, consortec 1, 2, 3, FME User. Donc, on voit ici, on l'a testé avec Postman, et puis on voit les résultats dans FME Server. Donc... est-ce que je peux te poser une question, Patrick? Oui. Justement, je me demandais, selon toi, quel est le meilleur outil pour faire un appel API? Est-ce que ce serait Postman ou FME? Ben, c'est ça. En fait, si vous êtes familier avec FME, c'est sûr que, en fait, l'avantage avec FME, surtout avec les nouvelles versions, c'est que vous pouvez emmagasiner, vous pouvez plus facilement tester des solutions. Donc, essentiellement, avec la nouvelle fonctionnalité d'emmagasiner ou de caching de features dans FME, ça devient quand même pas mal facile à tester justement des appels. Donc, on voit ici, ce que je voulais montrer essentiellement, c'est que ce que je fais dans Postman, mais je peux aussi le faire dans FME. Donc, on développe une solution, on le sait qu'on va le développer avec FME, ben aussi bien tester ces appels-là pour voir si, disons, si le comportement se fait, en fait, est pareil que dans Postman. Donc, je vous dirais soit un ou l'autre. Moi, je préfère FME, mais Postman, si jamais vous avez à développer, admettons, une application web, par exemple, puis vous voulez pas nécessairement, en fait, vous voulez juste isoler les appels sans devoir paramétrer d'autres affaires, ben peut-être que Postman, c'est vraiment l'outil pour tester justement les appels. Mais comme vous voyez ici avec FME, ça se fait super bien aussi. Cool. Merci. Donc, comment gérer les messages retournés? Donc, dans l'exercice ou dans la démo avec Postman, vous avez vu que des fois, justement, il y a un response body qui habituellement revient en format JSON ou on utilise le code du statut. Donc ici, la gestion des messages. Évidemment, comme vous avez vu, c'est variable selon la méthode. Donc ici, en fait, on utilise principalement. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais les 4 principales, c'est get, put, post et delete. Donc en commençant par get, essentiellement, get, c'est qu'on demande au système ou en fait à l'API de nous retourner le résultat de ce qu'on demande essentiellement. On peut justement le demander en XML, en JSON, peut-être des fois en ce qu'on appelle en plain text. Habituellement, quand on veut intégrer ça dans des solutions, disons dans des applications, ben c'est peut-être mieux justement de demander la réponse en JSON. Donc ça, en fait, c'est dans notre en-tête, on dit accept application / JSON. Ça va nous retourner le message en format JSON. Put, en fait, c'est pour mettre à jour un item existant dans le système. Donc, essentiellement, ici, on va utiliser le statut pour savoir si la requête, en fait, si notre update a bien été effectué. Dans des rares cas, il va y avoir justement un response body, mais habituellement, on utilise le code pour savoir si l'update a bien été fait. Post, c'est pas mal la même chose. En fait, on utilise aussi le code du statut. Et puis, ça, essentiellement, c'est pour créer un item dans notre système. Et puis, delete, ben, c'est pour supprimer un item dans le système. Donc là, en fait, j'ai ajouté quelques petites captures d'écran ici. Là, à gauche, on voit justement en fait la réponse d'une certaine requête. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr quels sont disons, les codes qui sont acceptés, parce que vous allez voir ici, en fait, là, il y en a un. Ici, on voit 204, 404, 422. Il y en a, en fait, il y a des codes qui sont très spécifiques à un type d'appel.
Donc, on voit ici, pour l'autre, c'était 200 ou 201. On voit ici, pour cette requête en question, 200 puis 201, c'est pas des codes qui sont valides pour ces appels-là. Donc, en fait, si jamais vous avez des questions, la chose la plus pratique que vous pouvez faire, c'est essentiellement de regarder dans l'API REST, la documentation, puis de voir quels sont, par exemple, ici, si je crée, admettons, une ressource, et puis je vais faire un post pour créer une connexion, vous allez voir ici les codes auxquels on peut s'attendre. Donc, regardons quelques cas d'utilisation réels. Ici, on va montrer 3 cas d'utilisation où on a utilisé l'API REST pour bonifier les solutions qu'on a livrées avec FME et FME Server. Le premier, en fait, c'était dans le cadre d'un projet qu'on avait fait pour un de nos clients qui essentiellement voulait activer ou désactiver leur projet. Donc, il y avait plusieurs composantes de leur projet qui étaient tous déployées sur la même instance FMS Server. Peu importe l'instance, ça aurait pu être sur des instances différentes. Par contre, ce qu'ils voulaient faire, c'est que, étant donné qu'il y avait une fenêtre où le projet allait rouler, ils voulaient avoir l'habilité ou la possibilité de désactiver ou d'activer l'ensemble des composantes du projet en question. Le deuxième, c'est comme j'ai mentionné tantôt, c'était dans le cadre d'un des workshops, d'un des ateliers qu'on avait donné en fait, c'était à Regina, hein, ça, Marco? Le dernier qu'on a fait? Oui. Ouais, c'est ça, c'était à Regina. Et puis essentiellement, en fait, Marco m'avait envoyé une liste d'invités, puis c'était un webinaire sur FME Server. Puis en fait, ce que je voulais faire, c'est donner accès à chacun des usagers qui allaient être là. Donc, chacun des participants allait avoir son nom d'usager. Donc, Marco m'avait envoyé une liste Excel. Par contre, cette liste Excel-là était, je ne sais pas qu'elle n'était pas complète, mais essentiellement, il y avait d'autres personnes qui s'étaient ajoutées comme depuis que Marco m'avait envoyé sa version la plus à jour. Donc, ce que j'ai développé comme outil, c'est une application qui avait été montée sur FMS Server. Donc, pour ceux et celles là, qui avaient assisté au... C'était-tu le webinaire précédent sur les applications, Marco? Sur l'application FMS Server? C'était les apps, le dernier. Oui, exactement. Je pense que c'était le dernier, le 6e. Puis c'est ça, c'était Félix qui avait donné ça? De mémoire, oui. Ouais, c'est ça. Donc, Félix avait montré justement l'application qu'on avait montée pour justement gérer en fait le nombre d'usagers. Donc, c'était essentiellement donner la possibilité aux usagers de se créer un user dans FMS Server pour cet atelier-là. Et puis, dernier et non le moindre, le dernier exercice ou le dernier démo que je vais montrer, c'est comment, en fait, c'est la création d'une application externe qui fait appel à FMS Server. Donc, je vais commencer avec le workspace en question. Donc, ici, en fait, et voilà. Donc, j'ai un workspace ici qui, en gros, va chercher tous les automations. Donc, ici, en fait, j'utilise un workspace. Donc, ça, essentiellement, la solution que j'ai développée, c'est principalement, c'est développé avec FME Desktop et puis c'est déployé sur FME Server. Puis, en fait, parce que c'est roulé sur demande et puis c'est, en fait, l'accès à ce workspace-là, c'est uniquement les propriétaires du repository où ce workspace-là réside, j'ai décidé de ne pas créer une application parce que quand tu crées une application, tu rends cet outil-là que tu développes disponible à tout le monde qui a l'URL. Donc, il y a comme des réserves là-dessus. Donc, essentiellement, ici, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement commencé par, en obtenant tous les
tous les automations. Donc ça, essentiellement, les automations, j'avais tout regroupé les composantes de mon projet dans différents automations que je peux vous montrer tantôt. Et puis ici, ce que je fais, ben, avec une authentification, une connexion au web, je m'authentifie à FMS Server. Donc ça, pensez à la même chose que si j'avais généré justement un jeton au préalable et puis j'avais justement défini mon en-tête ici. Le résultat, c'est pas mal pareil. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que je cherche uniquement les automations qui avaient justement comme tag, parce qu'on peut mettre justement des identifiants pour nos automations, qui avaient justement le tag désiré. Donc ça, c'était le projet en question. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que je mets à jour ces automations-là pour soit les activer ou les désactiver. Donc, pour activer, en fait, c'était tout simplement un paramètre publié qui disait, bon, mais est-ce que tu veux activer ou désactiver le programme? Donc, pour vous montrer de quoi ça a l'air ici, je vais retourner à mon onglet Run Workspace. Et puis, j'ai le workspace ici. J'ai un onglet Automations. Donc ici, en fait, j'en ai 5 Automations pour ce projet-là. Et puis, vous voyez ici qu'ils sont tous désactivés. Donc, ce que je vais faire ici, je vais dire activer le programme. Puis, ce que ça fait, c'est que ça devrait activer tous les Automations. Donc là, il est en cours d'exécution. Il a complété. Je peux rafraîchir cette page-là. Et puis, vous allez voir qu'ils sont tous activés maintenant. Donc, je vais le rouler de nouveau, juste pour le désactiver. Donc, on voit ici ce workspace-là. J'ai pas créé quelque chose qui est hyper compliqué, mais je fais quand même 2 appels. Puis ça, essentiellement, c'est juste pour activer ou désactiver un ensemble d'automations qui sont dans le cadre d'un projet. La deuxième démo. Donc ça, en fait, je pense que je peux juste vous montrer les différentes composantes. La première chose que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, puis ça pour ceux et celles qui étaient là lors du dernier webinaire, vous avez peut-être vu justement cette application-là. C'est une application que j'ai montée sur, en fait, c'était moi ou c'était Félix qui l'avait montée, je m'en souviens plus. Mais essentiellement ici, c'est juste pour permettre aux usagers qui sont inscrits en retard de créer leur propre usager. Puis l'idée ici, c'était pour moi, pour pas que je doive créer un usager pour chacune des nouvelles personnes, parce que c'est quand même, ça prend quand même du temps à créer l'usager et leur donner les bonnes permissions. Donc ici, en fait, on peut soit déposer un fichier, ce que j'avais fait au préalable quand Marco m'avait envoyé la fiche. Puis ici, ce que je fais, essentiellement, je vais juste... on va créer Marco Marketing. Et on va dire Marco Marketing à concertec.com. Et puis, j'espère que j'ai encore le bon mot de passe. Le mot de passe ici, en fait, c'est juste pour donner un certain niveau de sécurité. C'est pas ultra secure, on s'entend, là, mais essentiellement, je l'ai ajouté pour pas que quelqu'un qui assiste pas à l'atelier, qui se mette à créer des usagers. Puis ça, essentiellement, à la fin de l'atelier, j'ai changé le mot de passe. Et puis, c'est ça, là, fait que les gens de l'atelier avaient plus moyen de se créer des nouveaux usagers. Donc, lorsque je clique OK, on voit ici que je génère un rapport. Là, ici, c'était juste, en fait, le service, c'est data streaming, fait que ça me ramène une page HTML avec les résultats. Donc ici, en fait, on a créé un usager qui s'appelle user29, puis on voit ici qu'il a été créé. Donc, si on retourne dans notre FMS Server, on va aller dans la section Security puis Users, puis on devrait voir un usager 29 ou User 29, Marco Marketing, qui a été créé.
Donc, Fait que ça veut dire que je peux enfin aller utiliser FMS Server? Marco, savais-tu que tu avais déjà accès à FMS Server? Ah oui? Je t'ai pas donné accès à beaucoup, là. Moi, je t'ai donné comme permission FME User. Enfin! Enfin, je vais aller me pratiquer. Oui, ben oui, c'est ça, tu peux te pratiquer, mais tu peux pas te pratiquer sur grand-chose en tant qu'FME User, on s'entend, là. Donc, pour revenir au workspace, le workspace a l'air plus compliqué qu'il l'est en réalité, là. Juste pour donner un aperçu global. Ce que je fais essentiellement, c'est juste pour créer un usager avec un nom unique, je vais chercher le nombre total d'usagers. Donc ici, en fait, je dis get users. Donc essentiellement, j'utilise la requête pour aller chercher le nombre d'usagers. J'utilise encore une connexion web pour m'authentifier. Je vais chercher le nombre total d'usagers. Donc ici, en fait, j'expose l'attribut qui m'est retourné. Donc ici, je gère la réponse. Je décide d'exposer l'attribut total count pour aller chercher le compte total. Je mets ça dans une variable. Et ensuite, basé sur l'adresse courriel, je vais voir est-ce que l'usager existe. S'il n'existe pas, ben là, je crée cet usager-là. Donc, je dis, en fait, ici, la notation, c'est create users, mais essentiellement, l'appel, c'est un post. Donc, je fais un post. Et puis ici, comme vous avez vu dans Postman aussi, comment est-ce que j'avais défini les paramètres de ma requête, ben, c'est un petit peu pareil ici, là. Donc, ici, en fait, je l'ai défini email, enabled, full name, password et le rôle que je lui donne. Et puis ensuite, je vais chercher le statut de mon HTTP. Donc, essentiellement, ici, on voit que c'est pas le response body que je vais utiliser pour savoir si ma requête avait été faite avec succès ou non. C'est vraiment le statut. Donc, ici, en fait, je vais... Oh là là, c'est gros, ça. Je vais chercher le statut. Et puis, en fait, ce que je dis, c'est... en fait, par la suite, je formate mon HTML pour lui donner un petit crochet ou un X si ça allait échouer. Puis là, ben, essentiellement, comme je l'ai dit tantôt, ce workspace-là roule avec le service data streaming. Donc, ça veut dire que quand il a fini d'exécuter, ben, vous devriez voir justement le résultat, en fait, ce que vous avez décidé qui se passe en streaming. Donc, ici, en fait, c'est la page, le résultat en HTML. Et donc, troisième et non le moindre, je vais retourner au browser ici. Et puis, ici, en fait, c'est une application qu'on a créée pour un de nos clients. Puis, c'était pour permettre à des usagers qui ne sont pas nécessairement familiers avec l'interface d'FMS Server, qui voudraient essentiellement lancer des tâches. Donc, eux autres, en fait, ce qu'ils voulaient, c'est une interface un petit peu différente, qui était beaucoup plus simpliste, qui donnait accès uniquement à ce que cet usager-là avait accès dans FMS Server. Donc, ici, en fait, on arrive et on s'authentifie. Donc, je vais m'authentifier avec... j'imagine que vous voyez mes gros doigts là, sur la vidéo. Je m'en excuse. Donc, le premier appel que je fais ici, c'est en entrant mon usager et mon mot de passe. Et puis là, je génère un token. Est-ce que ça fonctionne? My God. Eh oui, ça fonctionne. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Ben là, vous allez voir que l'interface que ça me donne, c'est essentiellement tous les workspaces que cet usager a accès. Donc, si vous êtes familier avec disons, la hiérarchie des permissions dans FMS Server, c'est si on octroie les permissions à un usager, à un repository, cet usager-là a accès à tous les workspaces de ce repository-là. Donc, en gros, ce qu'on fait comme appel, c'est on s'authentifie, on génère un jeton, et puis pour chacune des requêtes subséquentes qu'on fait, bien, on utilise ce jeton-là dans notre session. Donc ici, en fait, on va chercher les repositories que cet usager a accès. Ensuite, on va chercher les items de ce repository-là, donc pensez au workspace dans ce repository-là. Et par la suite, on va chercher les
les paramètres publiés de chacun de ces workspaces-là. Donc ici, en fait, je vais juste enrouler un, là, disons average running time. On va rouler celui-là. Celui-là, il n'y a pas de paramètres par contre, là. Mais essentiellement, je fais un appel. Donc ici, démarrer l'application. Et puis, on voit ici la requête qui a été envoyée au serveur avec succès. Donc, pensez à, en fait, le petit pop-up que vous avez vu, essentiellement, c'est le code du statut. Donc, essentiellement, ici, le statut, c'était probablement dans les 200. Donc, on était capable de prédire, OK, la requête a bien été effectuée. Par contre, on n'est pas sûr si le workspace en question a bien été exécuté. C'est juste si l'appel a été transmis au système, donc à FMS Server. Puis là, présentement, on va aller voir si cet appel-là a été... en fait, l'appel a été fait, mais est-ce que le workspace a bien été exécuté? Et voilà, on le voit ici, average running time a roulé il y a de ça quelques secondes. Et puis, le statut, c'est en fait, il a roulé avec succès. Donc, essentiellement, ici, c'est, je vais retourner à ma présentation ici. Pour faire un survol des appels qu'on a fait ici, on génère le token. Donc, on voit ici, en premier lieu, l'URL avec la méthode, donc un post. Ensuite de ça, basé sur ce token-là, on obtient la liste des repositories avec comme en tête l'autorisation, donc la valeur du jeton, du token. Par la suite, pour afficher ce que cet usager-là a accès dans les repositories, on va chercher on fait un autre requête. C'est ça, pour aller chercher les items du repository, donc les workspaces, en utilisant aussi le jeton qu'on a généré. Ensuite, pour chacun des workspaces, on va chercher leurs paramètres publiés. Donc ça, c'est tout dans l'affichage. Tout ce qu'on voit justement dans l'interface. Puis on voit que c'est dynamique aussi. Donc, si un usager a accès à moins de composantes ou moins de workspace ou de repository dans FMS Server, mais essentiellement, sa liste va être plus petite. Et puis, dernier non le moindre, chaque bouton va lancer une requête au service Job Submitter. Donc, on voit ici qu'on utilise le jeton et puis on s'attend à recevoir une réponse en JSON. Ici, le response format, essentiellement, c'est le code. Donc, on lance la requête, ça nous revient un code, donc admettons un 200. OK, c'est bien, on peut s'attendre à recevoir les résultats. Puis évidemment, on peut jouer justement avec le mode synchronisé et asynchronisé pour essentiellement tout garder dans l'application pour permettre justement aux usagers de voir est-ce que la requête en question a été exécutée avec succès. C'est sûr qu'elle a été lancée à FMS Server, donc la requête en question, juste l'appel a été fait, mais le résultat de cette requête-là, essentiellement, on peut aussi l'imbriquer dans notre solution. C'est sûr qu'on ne l'a pas fait pour cet exercice-là, mais ce serait évidemment possible de faire. Donc, Marco, en fait, j'ai pas regardé la liste de questions. Est-ce qu'il y en avait? Pour le moment, non. Non, il n'y a pas de questions, mais donc vous aurez déduit que le webinaire est terminé. Patrick a fini sa présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Puis en attendant, je vais juste vous faire un petit résumé de ce qui est à suivre au niveau pour Consortec. Dans le fond, c'est le World Tour. 4 dates du World Tour, le 28, le 30, le 5 et le 7 mai. Je voulais vous dire aussi, vous passez comme message, j'ai oublié de le dire au début, mais le World Tour cette année est gratuit. Donc, vous pouvez avoir accès à ces 4 présentations-là gratuitement. Puis, on invite tout le monde. Donc, que vous soyez de Montréal et de Québec, là, cette année, on fait pas de discrimination. On prend le risque d'inviter autant les gens de Montréal que de Québec dans une même présentation. Donc, voilà, c'est pour les 4 présentations. Sinon, le 13 mai, on a l'épisode bonus, en fait, de la série de webinaires, Découvrir le pouvoir de FME. Donc, à ce point-ci, vous devriez avoir beaucoup de
de trucs où vous devriez avoir des meilleures connaissances sur FME Server. Donc, on va vous présenter des projets qu'on a fait avec des villes, des clients municipaux partout en Amérique du Nord, donc au Québec, en Ontario ou aux États-Unis. Donc, voilà. Très cool. Patrick, j'ai des questions ici pour toi. Oui. Oui. Très cool. La troisième solution, c'est compatible avec les users de systèmes corporatifs Winout ou on doit utiliser un user fixe. OK. Donc, la gestion des usagers de la manière qu'on l'a fait pour ce client-là, c'est que l'authentification se fait à travers les usagers Active Directory qui sont définis dans FME Server. Donc, essentiellement, les usagers qui sont ajoutés, fait qu'essentiellement, vous pouvez importer un groupe d'usagers dans FME Server. Et puis, lorsque cet usager-là est ajouté à la liste d'usagers, ben, cet usager-là va pouvoir s'authentifier, va pouvoir se loguer à travers cette application-là. Mais l'authentification, fait que toute la gestion de la sécurité, ça se fait, oui, c'est des usagers Active Directory, mais l'authentification se fait à travers l'interface, en fait, l'interface ou le système FME Server. Parfait. J'ai Jonathan qui demande, en fait, qui dit merci les gars. Est-ce qu'on a une idée de combien de temps que les présentations vont durer pour le 28 et le 30? Merci. Donc, en fait, oui, je peux répondre. C'est toutes des présentations de 1 heure dans le fond, pour le World Tour. On le divise en quatre présentations de 1 heure. Puis, pour l'Excellence FME, les présentations de clients vont durer 15 minutes chacune. Donc, avec des périodes de questions, là, donc ça devrait toujours être autour de 1 heure. Si je me trompe pas, là, je veux pas parler à travers mon chapeau, mais de mémoire, c'était à 1 heure et demie aussi, donc à la même heure que la série de webinaires. Vous trouverez les informations sur notre site web, mais ça devrait être à 1 heure et demie. Donc, on a des belles présentations. Merci. Si vous avez d'autres questions pour moi ou pour Patrick, n'hésitez pas à nous écrire par courriel. Puis, si vous avez des idées de contenu ou quoi que ce soit, envoyez-nous-les. Ça va nous faire plaisir de répondre. Donc, merci d'avoir assisté au webinaire, puis au plaisir de vous revoir au World Tour. Merci tout le monde.